Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview. On a pu accueillir le dirigeant et le cofondateur d'ICM, donc Investissement Clé en Main, qui est une société qui va s'occuper d'investir dans l'immobilier pour ses clients. Donc la société a pu réaliser plus de 200 projets et est spécialisée dans la location courte durée, mais aussi la colocation, donc des stratégies à haut rendement. Donc on va regarder et on va échanger avec lui pour savoir pourquoi ces stratégies sont intéressantes aujourd'hui dans le contexte d'une augmentation des taux d'intérêt et d'une inflation importante. On va aussi avoir son point de vue sur le marché. Est-ce que c'est toujours intéressant d'investir avec le contexte actuel? Quels sont les secteurs qui peuvent être intéressants pour investir? Et aussi les conseils qu'il donnerait à un primo-investisseur ou à des débutants qui souhaitent se lancer dans l'immobilier et qui hésitent potentiellement à investir soit dans leur résidence principale, soit dans l'investissement locatif. Donc vous découvrirez tout ça dans cette nouvelle vidéo. Et moi, je vous retrouve à la fin. Bon Alexandre, merci d'être venu, on est super content de t'accueillir pour échanger sur investissement clé en main, mais aussi pour échanger sur ton parcours d'entrepreneur et d'investisseur immobilier. Ce que je te propose, c'est qu'au début, tu commences à te présenter, que tu présentes un petit peu ICM et ton parcours, et ensuite on déroulera l'interview, on fera notamment un petit vrai-faux. Yes, merci beaucoup pour ton invitation. Alors moi je suis Alexandre, tu m'as nommé, j'ai 36 ans, je suis un ancien agent immobilier traditionnel. D'accord. J'ai mis un premier pied dans l'IMO il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années. J'étais un agent immobilier, tout ce qu'il y a de plus classique, dans une agence au coin de la rue, comme on en connaît plein, et mon quotidien c'était de vendre majoritairement des résidences principales. J'ai pris goût à l'investissement, j'ai investi Ok. moi-même, j'ai investi, j'ai aidé ma famille, j'ai aidé les amis, j'ai aidé beaucoup de gens. Puis un jour je me suis dit, peut-être que je pourrais en faire mon métier du sujet de l'investissement immobilier. Et c'est là que j'ai rencontré William Meyer, qui est mon associé, avec qui on a cofondé ICM en 2018. Et on s'est dit qu'on allait inventer, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde sur la place, voire quasiment personne, pour le coup. On est dans les premiers à avoir proposé une offre de clé en main sur le marché national. On a été copié. Il y a des gens qui vont plus vite que nous avec des fonds qui lèvent aussi. C'est voilà, stratégie, on va dire, entrepreneuriale complètement différente de la nôtre. Ouais. Mais c'est bien aussi. On a un peu le même combat finalement. On a des manières différentes d'aborder le combat, mais on fait un peu la même chose. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis alors avec William toujours, mais à la tête de la société ICM Investissement Clé en Main. Aujourd'hui, je vais dire, je développe une boîte autour d'un sujet qui me passionne, l'investissement locatif. Trop Et bien. puis de manière générale, aider les personnes dans le contexte économique actuel Ouais. à devenir un petit peu autonome, Super. financièrement surtout, Ouais. préparer leur retraite, retirer un petit peu d'incertitude dans le paysage socio-économique actuel. Mm. Voilà ce que je fais en pilotant ICM. Magnifique. En termes de chiffres, ICM, c'est combien aujourd'hui? Date de création, nombre de projets par exemple, Ouais. si tu peux nous dire? Alors, donc société créée en 2018, Ok. donc on a dû fêter donc notre cinquième anniversaire cette année. Ouais. On l'a pas fêté, mais il est déjà passé en fait. Ça va très très vite. On a réalisé à date environ 200 projets. D'accord. Ça représente plus de 20 millions d'euros investis par nos clients. Ok. On continue, on est en croissance tous les ans. On grandit les effectifs, le nombre d'affaires réalisées grandit Ouais. également. Donc ICM, c'est deux pôles, un pôle transaction Ouais. et un pôle travaux et aménagement. Bien évidemment, on va s'occuper aussi de l'installation des locataires. Et bon, c'est deux sociétés qui grandissent en même temps. Plus il y a de transactions, plus il y a de travaux. Ça va Magnifique. souvent de pair dans notre univers. Du coup, c'est en fait une moyenne de projet environ vers les 100 000 euros finalement. Enfin, Alors oui, tout à fait. Ok. On avait l'année dernière, alors ça c'est un chiffre que moi j'aime bien et que je regarde, l'année dernière on a travaillé sur l'année 2022 avec un coût moyen d'opération acte en main, ça veut dire montant de l'acquisition, nos honoraires, les travaux, l'ameublement. Ok. On travaillait autour de 170 000 euros acte en D'accord. main, ce qui correspondait à plusieurs choses. Du tout petit immeuble en province, on a livré des immeubles de 2 lots, de 3 lots Ok. à Auxerre, qui coûtaient à peine plus de 100 000 euros clé en main, donc D'accord. sur des secteurs qui sont assez intéressants à Auxerre ou à Sens en l'occurrence. Mais voilà, une moyenne à 170 000 euros qui correspondait pour beaucoup de projets, pour 40% du volume d'affaires, à de la petite colocation meublée D'accord. dans des secteurs périphériques où il y a des pôles universitaires, des investissements qui sont très bien pour démarrer dans l'investissement locatif pour beaucoup de personnes. J'ai moi-même démarré dans l'investissement locatif avec une colocation, D'accord. un peu dans ce type-là. Alors, aujourd'hui, on est dans une configuration de marché, alors là, je vais rien apprendre à personne, où les taux augmentent. Quand le taux augmente, on a la capacité d'emprunt
qui diminue très vite aujourd'hui. Et effectivement, on a un coût par opération qui tend à Ouais, diminuer. À c'est l'heure vrai. où je vous parle, dans la société, on est passé sous la barre des 130 000 euros pour le projet moyen. Ok, ouais. En même temps, on a perdu un quart, voire un tiers. Ouais. Ben, c'est ce C'est qu'on a ça le chiffre, perdu c'est sur la, 30% sur la de, capacité d'emprunt, en fait, hein. 30% de capacité d'emprunt, ouais. Exactement, en à peine un an de temps. Et voilà, on a des Ok. plus petits projets. Et puis surtout, il y a quand même une demande qui évolue. Quand on a démarré la société, la location courte durée, c'était très marginal. Et en fait, d'année en année, ce volume d'affaires de créer pour un client une opération. Alors, je vais dire cœur de ville, hein, bien souvent, c'est Ouais. des petites surfaces, studio, T2, T3, mais c'est assez rare, on est plutôt sur la petite surface, pour des clients qui recherchent une adresse prestigieuse, un investissement plutôt avec une étiquette patrimoniale, hein, si D'accord. on a toujours le curseur qu'on Ouais. va, qu'on va faire pencher en fonction des souhaits de l'investisseur à droite ou à gauche, hein, rentabilité ou patrimoniale. Et aujourd'hui, on a des gens qui disent, bon voilà, je veux une adresse prestigieuse, si je peux avoir le beurre et l'argent du beurre, au moins le temps que la législation le permettra dans le secteur visé, eh bien, je préfère acheter un petit studio à 100 000 euros, parfois même deux opérations dans une enveloppe très contenue Ouais. de moins de 200 000 euros. On arrive à leur faire deux opérations et puis à diversifier le risque. On Mm. en fait un à Lille, on en fait un à Rouen ou à Montpellier, par exemple. Et donc voilà, des enveloppes qui rétrécissent et surtout de la location courte durée qui est de plus en Mm. plus demandée. Euh, pour les chiffres, mais Ça aussi. fait pas peur aux gens, la location courte durée? Le fait de, peut-être dans la gestion, beaucoup plus de tracas, beaucoup plus d'entretien. Oui, ça fait peur à certaines personnes, bien sûr. Même moi, dans mon entourage, Ouais. j'ai emmené de la famille dans des opérations familiales, d'opérations courte durée. Puis, j'ai pas fait l'unanimité quand j'ai parlé du sujet, parce Ouais. qu'il y a des peurs. On parle d'interdiction sur les plateaux télé, on parle de plein de choses qui évoluent. Alors, la législation dans l'immobilier, elle a toujours évolué, elle continue d'évoluer, c'est juste une Mm. continuité, hein. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait peur, on en fait de plus en plus, hein. Ok, Donc d'accord. voilà. Faut pas se tromper. Il y a des villes où on a le vent dans le dos. Moi, je suis originaire de Rouen. Ouais. Rouen veut devenir une capitale culturelle. Et aujourd'hui, on est dans une ville, je prends l'exemple de Rouen parce que je le connais bien, une ville qui a des grosses ambitions quant au nombre de touristes qui viennent à l'année. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, on a une ville qui est très ancienne, qui date du Moyen Âge, qui structurellement, actuellement, ne peut pas accueillir plus de voyageurs. Bon, il y a des hôteliers qui continuent de construire, il y a une municipalité qui facilite quand même grandement la mise en place de location courte durée. On n'a pas de restrictions, on n'a pas d'interdiction, et donc on a plutôt le vent dans le dos encore quelques années. Et puis surtout, effectivement, on est aux portes de Paris. Mm. On va l'être encore plus parce qu'une gare TGV est prévue. Bon, alors c'est toujours des dates assez lointaines, Ouais. hein. On parlait de 2025, je crois, quand j'étais petit, puis 2030, puis aujourd'hui, je crois que c'est plutôt horizon 2040, Ah, hein. d'accord. Mais en même temps, on voit une évolution des prix vers le haut, comme ce qu'on aurait pu connaître quand on a parlé du projet Grand Paris, avec des gares en périphérie de Paris. Mm. Et la prise de valeur de la pierre, elle se fait avant même l'inauguration de la gare. Ouais. Et on voit déjà des secteurs qui ont doublé en valeur en 5 ans à proximité de cette prochaine gare TGV qui viendra à Rouen, qui est un peu excentrée, mais on voit déjà qu'il y a des opérations à faire. Donc, aux portes de Paris, on est à 1 heure aujourd'hui, et puis je crois que ce sera 25 minutes en TGV. Donc, effectivement, les Parisiens ont des facilités à Ouais. venir à Rouen. Bon, il y a d'autres villes en France, hein, je pense à Montpellier ou d'autres endroits où il y a plein de projets très ambitieux et où je pense on peut Super. investir sereinement. Bon, on a fait une belle entrée en matière là, Bah comme écoute, j'espère. introduction. Là, on va passer à un petit jeu qu'on fait avec chacun de nos invités. C'est être un vrai faux. Mhm. On va te donner des affirmations. Tu vas devoir dire si elles sont vraies ou fausses sans argumenter. Donc, t'as pas le droit de, Ok, voilà, d'étayer ta pensée. Il faut que ce soit brut. ok, Donc, allez, on est parti. C'est un bon moment pour investir dans l'immobilier. vrai, Faire un investissement locatif est plus intéressant que d'acheter sa résidence principale. vrai, La location courte durée est vouée à disparaître avec les nouvelles réglementations. faux, Il est possible de devenir millionnaire en 5 ans en investissant dans l'immobilier. vrai, Avec la hausse des taux d'intérêt, l'investissement à haut rendement est la seule solution pour réussir son investissement immobilier. faux, La recherche du bien est la partie la plus importante d'un investissement immobilier rentable. vrai, Les formations d'immobilier sur Internet sont des arnaques. faux, ICM est la meilleure solution pour investir dans l'immobilier clé en main. vrai, Mastéos et Beanstalk font du très bon travail. oui, vrai, Beaucoup d'entreprises du secteur vont couler avec ces conditions de marché.
Faux pour le mot beaucoup. Ok. La crise de l'immobilier est une bonne chose pour le secteur sur le long terme. Elle n'est pas facile cette question. Vrai. Les passoires énergétiques sont une très grosse opportunité d'investissement. Faux. Ok. Ah, c'est intéressant. Ah, Ouais. c'est la première fois que quelqu'un nous répond Ah, ça. ok. Donc, Ok. hâte de pouvoir étayer sur ce sujet-là. Mais avant, on va passer peut-être un peu plus sur ton service d'investissement clé en main. Donc, ICM, on va aller un peu dans le détail de ce que vous faites. Donc, parce que nous, chez Imo Compare, bah, c'est des sociétés qu'on compare, d'où le Oui. nom. Donc, c'est intéressant aussi voilà, d'aller un peu en profondeur et de voilà, les gens qui nous écoutent pour bien comprendre le service que vous proposez. Mais d'abord, comment toi, tu définirais l'investissement clé en main pour un débutant, par exemple? Alors, l'investissement clé en main, bah, c'est être entre de bonnes mains, tant sur le conseil que sur les phases opérationnelles en fait, d'un investissement. Tout simplement. Alors, je vais raconter ce que nous faisons chez ICM. Chez ICM, il y a des personnes qui nous contactent pour principalement deux raisons. Nous, on répond à voilà, deux problématiques. Ne pas être physiquement présent. Voilà, Hmm. pour investir, bah, il faut visiter, il faut ensuite parfois réaliser une rénovation et ça nécessite une présence physique. Donc pour des expatriés par exemple qui vivent à l'étranger, qui est quand même une partie importante de notre clientèle, eh bien il va falloir des gens comme nous, mais pas n'importe lesquels, des personnes qui maîtrisent le sujet de l'investissement locatif et le secteur. Ouais. Et bien évidemment derrière la fiscalité et tout un tas d'aspects qui en découlent. Et donc ça, c'est pour la contrainte de géographie. Alors bien évidemment, on a beaucoup de clients parisiens qui, par nos expertises, viennent en province chercher le rendement qu'ils n'auraient pas eu au pied de leur porte, hein. Ouais. Les grandes villes coûtent un petit peu plus cher. Je pense à Paris, je pense à Bordeaux. Et donc grâce à nous, ils peuvent. Et puis, bon, deuxième problématique, elle est souvent liée, pas forcément, mais le manque de temps ou de connaissances. Et là, nous, ben, on fait appel à nous, eh bien, on va pouvoir orienter le client, lui donner conseil et réaliser. Voilà, le clé en main, c'est ça, c'est quelqu'un qui, en plus de vendre un bien, est capable de marquer une rentabilité noir sur blanc. D'accord. Quand on la marque, ça devient contractuel hein, quand même. On l'affiche sur notre Ok. site, on remet des documents à nos clients. Et cette rentabilité, il va falloir la tenir. Donc c'est quand même quelque part une sorte de garantie. Euh, Sur la rentabilité brute, nette Tout ce on note du D'accord. brut, on note du net, il faut le tenir quand on l'a promis. Ok. Voilà. Alors, nous, on est bien placé, on n'est peut-être pas la plus grande entreprise du monde, on a un paramètre de recrutement qui est très très strict. Tous nos chasseurs sont à titre personnel des investisseurs dans la zone où ils opèrent. D'accord. Donc j'ai dans l'entreprise un petit peu moins d'une vingtaine de chasseurs et de chasseuses aujourd'hui. Bah, tous sont des investisseurs à titre perso. Comment vous vérifiez ça? On discute avec eux Ok. principalement. Ça se On sent. voit très vite si Ouais. on a affaire à un investisseur. Quand on a eu des doutes, on a parfois demandé des documents, Ok. peut-être un petit peu rentrer dans la vie des gens, mais un vrai investisseur est toujours heureux de Ouais. raconter ce qu'il a fait et de le prouver. Ouais. Il nous est arrivé parfois, quand on avait quelques doutes, de demander un titre de propriété, puis on D'accord. nous l'a donné, on a dit bah oui, regarde, j'ai acheté cet immeuble à tel endroit. Et justement, dans le vrai faux, tu as dit oui au fait que le sourcing était extrêmement important. Oui. Chez ICM, Mhm. comment vous faites pour apporter de la valeur sur la recherche du bien et faire en sorte que les biens que vous trouvez pour vos clients ont une vraie valeur ajoutée? Donc, par exemple, ils sont décotés par rapport au marché ou c'est une vraie bonne affaire. Enfin, voilà, comment vous faites? Faire attention. La vraie bonne affaire, on pourrait effectivement considérer que la bonne affaire est dans le bien immobilier. Elle y est, mais pas que. Elle est dans le bien immobilier si on rentre dans le besoin de l'investisseur, dans le cahier des charges. La bonne affaire, j'ai envie de dire, c'est l'affaire qui te correspond au mieux en termes de projection patrimoniale, fiscale, d'enrichissement. On fait une bonne affaire si on réalise ce qu'on avait voulu faire en fait. C'est pas que dans le bien. On va dire, D'accord. un immeuble à 1 million d'euros qui peut-être en aurait valu 1,5 million, c'est une bonne affaire, mais encore faut-il pouvoir l'acheter, que ça corresponde à notre besoin Hmm. fiscal et à plein de choses. Donc, la question c'était... C'était comment vous faites bah, pour apporter de la valeur sur le sourcing pour trouver le bien, alors Hmm. justement peut-être pas la bonne affaire, mais alors le bien qui correspond parfaitement à votre client. Alors, qui correspond parfaitement, ça n'est pas le cas. D'accord. Je suis quelqu'un qui dit à tous les clients, déjà dans un premier temps, que la bonne affaire n'existe pas.
et que le bien parfait n'existe pas non plus. D'accord. Et que moi-même, j'ai fait quelques opérations dans ma vie, j'en avais fait même un peu beaucoup. J'ai jamais acheté le bien parfait. Mm. Et j'ai jamais acheté précisément ce que je voulais. Plus on fait l'opération, plus avec le recul, on peut se dire celle-ci sortait du lot, mais pas forcément sur des paramètres qu'on avait au démarrage. Mm. Parce qu'on a revendu plus tard et on a fait une plus-value qu'on n'aurait pas imaginée. Parce qu'on a dû faire un arbitrage et finalement on se dit, ah, c'était pas un mauvais achat celui-ci. Et finalement, la bonne opération, la partie recherche était une condition. Alors comment on fait? Parce que ta question, c'est surtout comment on source les biens, en C'est fait, c'est ça. ça. Bon, en fait, on est tout simplement les très bons amis des agents immobiliers. D'accord. Voilà, tout simplement, on est connus sur les secteurs où on travaille, les agents immobiliers nous connaissent. Notre métier, c'est d'aller leur serrer la main, boire des cafés avec eux et surtout qu'on soit les premiers appelés quand un bien apparaît sur le marché ou même avant qu'il n'apparaisse sur le marché. On travaille une grosse partie de notre bien en off-market parce que les agents immobiliers savent on a une expertise pointue de l'investissement. Des clients nous contactent et quand ils ont un bon produit, ils viennent à nous. On dit parfois un petit peu pour rigoler parce que dans la quantité des produits, ça n'est pas possible, mais on dit parfois à des clients que si le bien se retrouve sur le bon coin, c'est qu'on n'a pas voulu se positionner dessus. D'accord. Voilà. Ok. Euh, Mais sur ce off-market, on avait un invité il n'y a pas longtemps qui nous disait que pour lui, il n'était pas très convaincu par le off-market parce que finalement, pour un agent immobilier, si le bien est intéressant, autant le mettre sur le marché directement plutôt que passer typiquement par ICM. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est pas ce que je constate. Alors, il y a Ok. sûrement des bonnes raisons. Enfin, la personne a sûrement des bonnes raisons quand elle vous a raconté ça. Nous, dans notre modèle, les agents immobiliers Hmm. sont là pour vendre, défendre l'intérêt d'un vendeur, Ouais. quand nous défendons les intérêts d'un acquéreur. On travaille charge acquéreur, hein. Ils ont signé un mandat de vente, ils vont toucher leur rémunération s'ils vendent en travaillant avec de la publicité classique et en trouvant par eux-mêmes un acheteur ou en travaillant avec nous. Non, il n'y a pas de... Donc l'intérêt en fait de passer par vous, c'est de la rapidité, c'est que vous avez C'est de des la clients rapidité, solvables, voilà, c'est surtout et ça, c'est c'est de la ça. rapidité finalement. Oui, et puis Quand les biens sont de c'est bonne ça, facture. voilà. Ok. Il y a aussi un risque qui est quand même important quand on investit dans l'immobilier. Tu disais justement qu'on cherchait des biens plutôt avec beaucoup de travaux à faire. Dans ce cas-là, comment vous faites pour minimiser ce risque que ça se passe mal les travaux? On sait que ça peut être un vrai sujet si il s'allonge, si on se rend compte qu'il y a des vices cachés ou des choses qu'on n'imaginait pas sur le bien. Comment vous faites pour minimiser ce risque chez ICM? La partie travaux est une partie à part entière qui est gérée par des personnes et surtout un maître d'œuvre qui est un de nos associés dans la structure travaux, qui est quelqu'un d'extrêmement compétent, qui va vérifier l'intégralité des projets. En fait, il y a plusieurs contrôles, hein. Dans un premier temps, des personnes qui se rendent sur place, qui sont des personnes du bâtiment purement, qui viennent, qui chiffrent, qui analysent les recoins, qui, quand ils ont des doutes, Mhm. regardent derrière. On demande même parfois si on peut voir un petit peu ce qu'il y a derrière le mur, le placo, avant même D'accord. d'avoir fait une offre, hein, quand on a un Oui. doute. Et puis, par-dessus ça, on a notre chasseur-investisseur qui a un regard. Et encore par-dessus, on a un maître d'œuvre très expérimenté qui vient recontrôler par-dessus. Alors, le risque zéro n'existe pas. On le dit aussi à nos clients, on dit, même si vous êtes entre les mains d'ICM Investissement Clé en main, vous faites un investissement immobilier, et je dis toujours, quand il y a le mot investissement, il y a le mot risque. Ouais, Hein, complètement. C'est c'est sûr. une rémunération du risque, hein, le rendement immobilier, hein, précisément. Donc il y a toujours un risque, on essaye de le minimiser en constituant des équipes compétentes. Le risque zéro n'existe pas. Ok. Et celui qui ne veut pas de risque, je lui dis de ne pas faire d'immobilier ou de le faire différemment avec d'autres supports Ouais. qui existent aussi. Voilà. Sans risque, c'est toujours très compliqué de façon d'investir, Hein, mais voilà, à part le fonds euro, je vois pas trop, et c'est encore. ça. Et Mais encore. oui, du coup, sur le travaux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail comment fonctionne ICM? On sait que toutes les sociétés d'investissement clés en main ont un peu des façons de Mhm. travailler différentes. Il y en a qui vont internaliser complètement la partie travaux avec leurs propres artisans, d'autres qui vont complètement sous-traiter. ICM, c'est un peu l'entre-deux où du coup vous êtes maître d'œuvre et en plus vous faites appel à d'autres artisans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail comment ça Alors, fonctionne? oui, tout à fait. La société ICM Travaux, donc celle qui prend le relais juste après un acte authentique, on a, en France, on ne peut pas faire des travaux et de l'agence immobilière sur la même société. Ouais. Il y a une structure transaction immobilière et une structure travaux. Après un acte authentique, enfin, même dès le compromis, finalement, la société Travaux fait un chiffrage. La société ICM Travaux, nous sommes contractants général du bâtiment. Donc, alors, on ne va pas nécessairement travailler avec des personnes qui sont
dans nos effectifs et qui sont salariés, on va les travailler en fonction du volume d'affaires qu'on va avoir sur une zone et des prestations qui sont à réaliser. On va aller chercher des entreprises locales connues. Alors, on a des paramètres de sélection qui sont assez D'accord. stricts, hein. Il faut que la société ait une ancienneté, une réputation et tout un tas de choses pour qu'elle devienne en fait notre sous-traitant. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais nos clients voulaient traiter avec ICM et on voulait nous aussi être le responsable face à nos clients. Ça veut dire que le client contracte avec ICM. Tout au bout de la branche, ça peut être un sous-traitant qui travaille pour nous, qu'on a méticuleusement sélectionné. D'accord. Et voilà. Donc on est juste contractant général avec les assurances qui vont bien, des décennales, des RCP, des dommages ouvrages. Et puis voilà. Tout simplement. Ok. Bah, les travaux aussi, c'est un point crucial un petit peu pour tout ce qui est rénovation énergétique, bah, justement pour rénover les biens. Comment vous faites chez ICM, comment vous prenez en compte cette dimension écologique dans ce que vous faites au quotidien? Alors, bah, on est comme tout le monde, hein. La loi nous l'impose. Ouais, Enfin, du moins, les interdictions qui existent ou à ouais, venir nous obligent à créer des logements ou à rénover des logements en les rendant plus performants énergétiquement. Aujourd'hui, la promesse que nous faisons à nos clients, c'est que tous les biens qu'on propose, qu'on vend, sortiront avec une note énergétique en D sur le diagnostic de performance énergétique, donc en D à minima. Bon, parfois on travaille sur des biens qui sont déjà en D, voire même en C, hein, mais un bien très mal noté, quand on le propose, on sait qu'on peut l'améliorer. Voilà. d'accord. Donc tout ça, ça a un coût. On fait avec des matériaux isolants, avec des normes d'isolation. Alors tout ça coûte très cher. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai répondu faux Ouais. à la question. Je ne sais plus comment c'était formulé. C'était une Est-ce super que, opportunité, ouais, je crois. est-ce que les passoires énergétiques sont des belles opportunités d'investissement? Plus on isole, plus ça coûte cher. Ok, C'est un peu ça ma réponse, c'est de dire, bah, c'est comme le marché à la hausse ou le marché à la baisse. Il y a toujours une inertie forte quand c'est en défaveur du vendeur. Un vendeur immobilier va très vite dans un marché qui monte en prix. hmm, Il va même parfois plus vite que le marché pour fixer son prix. Mais quand on est dans un marché qui est baissier, les vendeurs ne vont pas aussi vite. Il y a un décalage qui est de 6 mois, de 1 an, de 2 ans parfois pour que les vendeurs comprennent la c'est ce réalité qu'on du voit un peu marché. actuellement d'ailleurs. Bah oui, on a des biens qui s'accumulent sur le marché, on a des agences immobilières qui ont des stocks plus conséquents que l'année dernière, bah, on a un marché qui va manquer de liquidité. Bon, Hmm, en plus, on a des acheteurs qui ne sont plus acheteurs parce qu'ils ont perdu leur capacité d'emprunt aussi. Donc tout ça, c'est des paramètres bah, qui vont nous faire aller dans un marché baissier, hein. Et donc, c'est un petit peu la même chose. Bah, plus on isole, plus les matériaux de construction coûtent cher. Aujourd'hui, on voit que de la rénovation énergétique, de la rénovation complète, on ne sait quasiment plus la faire sous la barre des 1000 euros du mètre carré. d'accord. Quelques années en arrière, c'était un plafond, 1000 euros du mètre carré. Et aujourd'hui, c'est devenu un plancher. Allez, on va prendre des éléments structurels, Ouais. on parle d'immobilier. C'est pas parce qu'un bien a une mauvaise note énergétique que le vendeur comprend que Hmm, son bien vaut 1000 euros de moins au mètre carré à minima que le voisin qui a une bonne note. ouais, ok. Donc une opportunité, Donc pour toi, pas toujours. c'est pas évident que quand tu achètes un bien et que tu fais une rénovation énergétique, par exemple à 1000 euros du mètre carré, en fait le bien il va pas prendre en valeur plus que 1000 euros du mètre carré, et donc c'est pas forcément une super affaire. La qualité du bien n'est pas le seul paramètre qui est considéré par un vendeur quand il vend. D'accord. Alors nous, notre métier, c'est de négocier, hein, quand même. Je suis bien placé pour le savoir. Ça fait des années que je fais ça, de la négociation dans l'immobilier. Bah, il y a d'autres paramètres. Bah, parfois, c'est tout simplement une situation familiale qui fait vendre. Alors, c'est triste, hein, c'est toujours le malheur des uns qui fait un peu le bonheur des autres, en tout cas parfois des acheteurs. Mais ce qui fait accepter un prix à un vendeur, ça n'est pas que la note énergétique. Ok. C'est plein d'autres Ouais. paramètres qui sont parfois très personnels aux vendeurs, qui n'ont rien à voir avec ça. Et on ne peut que constater, en tout cas moi dans ma position, je ne peux que constater que les meilleures opportunités et les meilleurs prix au mètre carré, chez nous en tout cas, ne se sont pas D'accord. faits sur les mauvaises notes énergétiques. Ok. Ok, c'est Voilà, intéressant. ça évoluera peut-être. Hmm, super intéressant. Là, on va passer à la partie où, voilà, donc, comme je le disais, nous, on compare des sociétés d'investissement clé en main. Donc, forcément, on fait des avis détaillés, on a quelques réserves. Donc, c'est la partie où on t'expose nos réserves Mhm. pour voir ce que tu as à répondre à ça. Le premier point, c'est, voilà, il y a des sociétés clés en main, en fait, qui ont décidé d'internaliser la chasse aussi. Vous avez décidé de passer par des mandataires. Oui. Est-ce que
vous n'avez pas peur de perdre le contrôle en fait sur la qualité, parce que aussi vous avez quand même beaucoup de mandataires, tu le disais, une vingtaine. Est-ce que c'est pas compliqué de garantir une qualité client sur les process quand c'est des personnes qui sont un peu externes à l'organisation plutôt que des gens qui travaillent avec vous au quotidien, avec lesquels on peut mettre en place des process? Très bonne question. Alors, non, on n'a pas peur de ça. D'ailleurs, on a parfois essayé plusieurs modèles et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous convient parfaitement euh, pour plusieurs aspects. Alors, déjà, dans un premier temps, alors ça, c'est le chef d'entreprise qui va parler. J'ai toujours du mal à garantir une rémunération à quelqu'un quand le travail il est mal fait, peu fait, pas qualitatif. Et donc, avoir des indépendants, eh bien, c'est garantir à nos D'accord. clients qu'on a des personnes rémunérées que si elles font bien leur travail. Aujourd'hui, nos indépendants, l'intégralité de la rémunération, ils la perçoivent à la fin de la boucle. Il y a plusieurs niveaux de rémunération enfin, chez ICM sur la transaction, sur les travaux, etc. Mais nos chasseurs touchent l'intégralité de ce qu'ils doivent toucher quand le bien est mis en exploitation. D'accord. Donc c'est déjà une bonne garantie de dire il faut que ça se soit bien déroulé. On a des personnes qui sont rémunérées au succès. Je ne pourrais pas faire la même chose avec des salariés. Ouais. En tout cas, pas sur, avec une variabilité aussi forte. Et puis, il y a un deuxième point qui est important. On a une moyenne d'âge dans l'entreprise qui est assez élevée. Par rapport peut-être à certains de nos concurrents, j'ai une moyenne d'âge, je crois, qui est de 37 ans dans le pôle chasse aujourd'hui dans l'entreprise. Hmm. Quand je dis 37, alors il y a des jeunes, en plus 37 c'est mon âge, c'est rigolo. Mais j'ai des personnes qui ont une cinquantaine d'années. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont eu une carrière importante dans l'immobilier, qui ont un bagage de l'investissement locatif personnel qui est lourd. Ils ne veulent pas être salariés. Je ne pourrais pas les salarier. D'accord. Ils veulent leur liberté. Quelqu'un qui est déjà rentier, qui a plusieurs immeubles de rapport et qui vient chez ICM, il est passionné de ça. Lui, je peux pas. Je lui propose le meilleur CDI du monde, il va pas le signer, il va dire ça m'intéresse pas. D'accord. J'ai pas besoin d'un CDI, j'ai une bonne situation financière, je le fais parce que Vous êtes des chasseurs qui sont déjà rentiers. Enfin, oui, ouais, qui peuvent vivre de leur investissement. j'en ai qui vivent déjà de ça. Ah oui. Oui, Qui voilà. travaillent pas uniquement par passion. Ils travaillent par passion. Alors, nous, on a une relation un peu particulière avec nos clients. On considère notre client comme un pote investisseur. D'accord. C'est important. Alors, c'est peut-être bizarre, mais on tutoie beaucoup de nos clients et ils sont bien contents. En même temps, on a des relations qui sont relativement longues, hein. Entre le début d'une recherche et trouver, il va se passer déjà un mois. Et puis, il y a la signature d'un compromis jusqu'à l'acte, il se repasse 3 mois, puis 3 mois de chantier, puis de l'ameublement et de l'installation de locataires. On a des relations avec nos clients qui durent en moyenne 5 mois, mais parfois sont plus longues. Sur des immeubles de rapport où il y a des travaux conséquents, on a des relations où parfois on devient un peu intime, on Ouais. se tutoie, on est potes, et puis il faut une transparence. Moi, je veux que mon client, quand à un moment il a un doute, il me pose la question naturellement, comme un pote m'aurait posé la question, et qu'il me dise, Alexandre, où ça en est, qu'est-ce qui se passe, j'ai un doute, et je lui réponds naturellement comme je l'aurais fait. On a ce type de relation avec nos clients, et on travaille plutôt dans la bonne humeur. Voilà. Pour revenir sur les travaux et le fait que vous êtes contracté en général, Oui. est-ce que potentiellement, quand vous choisissez un artisan, vu que vous lui trouvez des clients, vous touchez une commission sur le fait que vous lui trouvez des clients ou pas? Est-ce que si oui, est-ce que ça pose pas un sujet de liberté dans le choix en fait? Parce que vous êtes incentivé potentiellement à aller vers un artisan parce que votre commission est plus importante avec cet artisan-là. Ah non, non, pas du tout en fait. C'est pas tout à fait en fait une commission qu'on perçoit, c'est une marge qu'on va faire parce que bien D'accord. évidemment, on a un coût structurel, hein, comme toutes les entreprises. On n'est pas philanthrope, hein, Hmm. on développe une entreprise, il faut qu'elle soit rentable sur le papier, l'entreprise, pour Ouais. continuer à vivre, hein. Et donc, en fait, les personnes que nous faisons travailler sont nos sous-traitants. Donc, bien évidemment, on va faire une marge, alors pour un certain nombre de choses, pour les parties administratives. Un bon artisan qui fait très bien du placo, vide correctement avec les habilitations ou de l'électricité, n'est pas forcément une personne qui a un sens commercial très développé. Hmm. Ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Je connais d'excellents électriciens, ils ne savent pas se vendre.
Alors, ils travaillent avec nous. Alors, nous, par contre, ils savent pas se vendre. J'ai aussi des sous-traitants qui parfois ont un petit peu de mal avec la paperasse, l'administrative. Nous, on est là pour faire tampon, pour que le client, il ait un dossier, enfin, notre client investisseur ait un dossier béton pour aller à la banque. Ça veut dire que le devis doit être bien rédigé, avec une entreprise solide, qui a des assurances. Et nous, finalement, la marge qu'on va générer, c'est pour la partie administrative qu'on va faire, et puis pour les assurances qu'on contracte, qui coûtent de l'argent aussi. Maintenant, nous, on est assez libre, ce sont nos sous-traitants. S'il y avait un problème, on peut changer de sous-traitant comme bon nous semble. J'ai envie de dire, c'est plutôt eux qui ont envie de travailler avec nous, parce qu'on est parfois des apporteurs d'affaires conséquents pour ces petites structures locales, mais on n'est pas lié à eux et notre marge est toujours la même, peu importe la société qu'on fait travailler en fait. D'accord. Voilà, donc tout Donc il n'y a pas simplement. d'intérêt à travailler avec un artisan plutôt qu'un autre, c'est juste le... L'entreprise gagne autant d'argent, si je puis dire, Ouais, avec Pierre, Paul ou Jacques, électricien, peinture d'accord. ou plombier. Voilà. Ce qui est intéressant aussi à ICM, c'est que vous êtes spécialisé dans la courte durée, la colocation et l'immeuble de rapport. Oui. Pourquoi avoir choisi ces stratégies et est-ce que vous faites tout à la carte si quelqu'un veut quelque chose de un studio classique en location, est-ce que vous le faites? Et est-ce que vous voulez potentiellement aussi, bah, je sais pas, vous diversifier, aller sur d'autres stratégies? Par exemple, on sait que bah, transformer des bureaux en logement, ça peut être une stratégie intéressante en ce moment. C'est quoi votre position sur ces sujets-là? Alors, on fait ce que nos clients nous demandent et D'accord. effectivement, c'est à la carte. Aujourd'hui, on fait beaucoup de colocation et de location meublée, qu'elle soit de courte ou de longue durée, tout simplement parce que on va rentrer dans la case de fiscalité du LMNP, hein, bien souvent, et c'est quelque chose qui est demandé par beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Ouais, beaucoup de primo-investisseurs vont dans un premier temps chercher la case fiscale du LMNP, hein, en quelque sorte, clairement. pour l'amortissement, pour tous les, Oui, à euh, juste titre. C'est tous quand les même très bienfaits que ça intéressant. peut Ouais, procurer comparativement à d'autres stratégies d'investissement. Donc c'est ce qu'on nous demande. J'ai envie de dire, on sait faire de l'immeuble de rapport, on sait faire des choses plus conséquentes. On a vendu des choses différentes, hein, du garage, du local commercial, ok, sans même en changer la destination. ok. On a aujourd'hui des investisseurs importants. Tout à l'heure, je parlais d'une moyenne. Quand on dit moyenne, Oui, on dit plus petit, on fait parfois des petits studios où le coût de l'opération c'est 50 ou 60 000 euros. Ça d'accord. existe sur 15 mètres carrés en ville. Voilà, c'est bien pour démarrer quand on n'a pas de capacité. C'est des petits investissements ou même quand on est au SMIC, avec un CDI, on peut aller à la banque et dire Hmm. voilà, si je suis pas endetté et que je vis pas au-dessus de mes moyens, bah, c'est des choses qui permettent de démarrer. Donc pour faire cette moyenne, bien évidemment, on va livrer parfois des opérations plus conséquentes d'immeubles de rapport. Euh, on dépasse rarement, enfin même jamais le million d'euros. Parce que quelqu'un qui a un budget très conséquent, souvent il nous demande de diversifier Ouais, le risque, et puis s'il ne nous le demande pas, on va avoir tendance à lui conseiller, d'autant plus qu'on est présent sur plusieurs villes. Et c'est parfois plus facile de réaliser, je dis une bêtise, mais un petit immeuble, une colocation et une petite LCD, aller pour le côté plaisir en plus, pour dire vous aurez un pied-à-terre, je dis une bêtise, mais dans l'Hérault à Montpellier, ouais. et quand bon vous semble, vous bloquez le calendrier une semaine sur la C'est LCD, intéressant vous ça. allez vivre, Ouais. vous êtes chez vous. Et puis là, on vit l'investissement. J'ai des clients qui me demandent ça, parce qu'il y a d'autres supports hein, dans l'investissement. On pourrait faire de la pierre-papier, de la SCPI, il y a plein de choses sympas, mais à un moment, si on veut que ça se concrétise physiquement, que ce soit du palpable, que ce soit du plaisir, bah, on est obligé de détenir un bien dans son intégralité et d'être relativement proche de cet investissement. Donc en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'on diversifie, on fait du à la carte. Celui qui veut acheter avec nous, nous, on ne fournit au démarrage qu'un devis travaux. Le client peut très bien me dire, je préférerais travailler avec une autre D'accord. entreprise parce que le prix est meilleur, parce que j'ai plus d'affinité. On n'a aucun problème avec ça. Ok. Et on a même parfois vendu des immeubles de rapport à des clients qui étaient eux-mêmes architectes ou maîtres d'œuvre D'accord. et qui nous ont dit, bah, la réno, vous êtes bien gentil, mais je vais m'en occuper moi. On n'a aucun problème Ok. avec ça. Voilà. Et est-ce que tu vois des stratégies, bon là on va passer plus sur le secteur de l'immobilier en général, mais Oui. est-ce que tu vois des stratégies qui se développent qui peuvent être très rentables et très intéressantes pour les clients? Alors, il y a alors des stratégies qui se développent qui ne seraient pas connues. Non, j'ai pas Ok. je suis pas venu avec un secret là. Je suis Non, désolé. non, mais pas forcément. Euh, non, ça va dépendre des villes et puis ça va dépendre vraiment du besoin du client. Nous, on part toujours du besoin du client. Euh,
Le très rentable, c'est pas quelque chose qu'on nous demande, Ok. vraiment. Qu'est-ce que tu Euh, entends par très rentable? Parce que ICM va quand même sur des projets très rentables, enfin, par rapport aux oui, autres oui, oui. sociétés, Oui, sur c'est vrai du qu'on 10%, oui, 11% on est brut. connu effectivement pour livrer plutôt de la rentabilité. Ouais, Quand même, on a beaucoup de personnes qui viennent avec, justement, ils viennent à nous dans un premier temps en nous disant je veux du très rentable. Et on nous d'accord. annonce des chiffres parfois délirants, mais c'est Ah oui? rigolo, c'est partie du jeu parce que on C'est a quoi le plus tous gros été comme chiffre que ça. t'as? Non, mais par exemple, on me demande un immeuble de rapport à Paris qui génère 10% de rendement net. Ok, Bon, compliqué. admettons. Alors, dans un premier temps, je leur dis que bon, déjà, ça n'existe pas, enfin pas à ma connaissance, et puis si ça existait, je l'achèterais moi, en fait, hein, avant même de le proposer à quiconque. Mais ça n'existe pas. Et souvent, en fait, on a affaire à des personnes, alors ça part d'un bon sentiment. Ils ont vu sur YouTube quelqu'un qui leur a raconté. Alors, j'ai répondu à la question faux, les formations ne sont pas toutes des arnaques. Il m'est arrivé de me former en ligne. Enfin, il n'y a Ok. pas que le physique qui existe. Aujourd'hui, il y a des choses très qualitatives qui sont. T'as acheté des formations? Oui, j'ai déjà acheté des formations il y a Ok, plusieurs années. On doit se former, on doit être au courant de ce qui se passe dans notre univers, et puis parfois on apprend des choses, parfois non, mais on peut se former en ligne, ok. heureusement. Et donc, il y a aussi des personnes qui racontent des bêtises, Ouais, ou qui racontent des choses qui étaient vraies il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et parfois j'ai affaire à des gens qui nous contactent, qui viennent de regarder une vidéo qui ouais. peut-être est un peu datée. Alors, oui, il y a eu, il y a 4 ans, une possibilité de générer des cash flows positifs très élevés en allant dans telle ville avec telle Hmm. stratégie. Et les gens nous disent, bah oui, mais un tel dit que c'est possible. Je dis, mais juste regarde la date à laquelle la vidéo a été Ouais, postée, parce qu'il se pourrait qu'il y ait un petit. Il y a quelques années quand même qui nous séparent en fait. Et ils vérifient, souvent la réponse est oui, et on leur dit, voilà, vous venez à nous parce que nous sommes les professionnels, en tout cas de l'investissement immobilier sur le secteur. Écoutez-nous, on va vous raconter comment est le marché, mais nous ne sommes pas magiciens. hmm. On apporte une expertise pour faire du clé en main, pour économiser du temps, pour se prémunir de certains risques, parce qu'on ne connaît pas du tout le monde des travaux, par exemple. Et on leur dit, mais nous, on fait avec la configuration de marché telle qu'elle existe, et si vous le permettez, on va vous la décrire. Et on va vous dire ce qu'il est possible de réaliser dans tel ou tel secteur, etc. Ok, Mais on nous demande parfois effectivement des choses un peu délirantes au premier abord, mais il faut discuter, il faut comprendre pourquoi les gens veulent ça. Est-ce que réellement ça correspond à un besoin, ou c'est juste qu'on leur a dit de faire ça, mais c'est pas ce qu'il leur faut. Et, ok. et finalement, en creusant, on se rend compte que les gens ne veulent pas euh, forcément de la rentabilité et le risque qui va avec, Ouais. surtout quand on démarre. C'est Hmm. quelque chose que je déconseille, je dis non. Ne vous brûlez pas les ailes, faites les choses sereinement, c'est le premier, il faut que ça se passe bien et il faut que vous ayez envie de recommencer. Hmm. Bien évidemment, quand on fait un investissement, moi je dis toujours qu'il faut préparer le second. Ouais, Faut pas avoir des chiffres qui sont trop dégueux. Euh, complètement, ouais. voilà, mais il faut pas se dire non, je veux 15% de rentabilité en faisant une love room à tel endroit, sinon Ah, j'y vais c'est pas. marrant que tu parles de ça, Non, mais justement. En ce voilà, moment, parce que c'est un souvent. peu la mode. Il y a pas mal Exactement. de tendances sur faire des love rooms ou de la courte durée sur du logement atypique comme ça. Pour toi, sur un premier investissement, c'est quand même un peu compliqué à mettre en place ou ça peut se faire? Ça peut se faire. Ok, Ça quand peut même. se faire, mais c'est toujours une question d'aversion au risque. Ok. Euh, Ce qui est très rentable, on parle des love rooms aujourd'hui. Alors, on a connu ça il y a quelques années sur d'autres stratégies. La colocation, il y a une dizaine d'années en arrière, c'était pas du tout, enfin, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai investi dans des villes personnellement en colocation. J'étais quasiment tout seul dans la ville à Ok. proposer un bien en colocation. 10 ans plus tard, c'est des marchés qui sont complètement saturés, où nous-mêmes on n'amène plus nos clients, bah parce que je prends l'exemple d'une ville, c'est Mont-Saint-Aignan, qui Ouais. est collé à Rouen en Normandie, qui est un gros pôle universitaire, qui absorbe plusieurs dizaines de milliers d'étudiants par an. Mais quand je tape colocation, je crois que c'était ce matin que j'ai fait Ouais. l'exercice, je voyais à l'heure actuelle plus de 150 chambres qui étaient disponibles sur le Bon Coin à cette époque de l'année. Ok. Donc quand on achète maintenant une colocation, il se peut qu'il y ait euh, une dégringolade entre la rentabilité réelle et la rentabilité théorique Hmm. qu'on avait prévue, bah parce que la vacance locative, il faut quand même l'appréhender et il faut se dire qu'il y a aujourd'hui une vraie concurrence sur la place. Donc, je parle de ça en disant, bah, la Love Room, il faut faire attention. Aujourd'hui, j'en entends énormément parler. Il ne se passe pas une semaine sans que quand on scrolle Ouais. Facebook ou YouTube, il y ait un marketeur qui nous parle de cette super nouvelle stratégie extrêmement rentable. Combien de personnes y vont?
j'en vois de plus en plus. Le marché de la courte durée évolue extrêmement vite et on peut vite se retrouver dans des marchés ultra concurrentiels. La concurrence, c'est un écrasement des prix. La renta à 15 aujourd'hui, ok. Euh, Quand sera-t-il, qu'est-ce qu'il en sera dans un an, qu'est-ce qu'il en sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Un investissement, c'est pas pour le revendre au bout de 6 mois. Voilà, moi, c'est pas comme ça que je conçois l'investissement. Par contre, quelque chose qui va être loué en meublé ou en longue durée dans un immeuble qui est là, qui est posé depuis 200 ans parfois, ou quand je le regarde, je me dis, il est beau cet immeuble, mais surtout, combien de loyers il a généré en 200 ans? C'est comme ça que tu vois les immeubles quand. Ouais. Je me dis, mais c'est colossal. On parle en millions, en dizaines de millions, alors que cet immeuble, il vaut peut-être que 500 000 euros. Hmm. Mais combien de loyers il a sorti à ses différents propriétaires pendant 200 ans? Et il a même passé des guerres. Et il a passé des trucs incroyables. Et il est toujours là. Et il y a toujours des gens qui vivent dedans et qui versent un loyer à un propriétaire. Et ça, ça me fascine. Et je me dis, franchement, on risque rien avec cet immeuble. Et voilà, je reviens sur l'aversion au risque. Il faut faire attention, première opération. Moi, j'ai fait des choses risquées au démarrage. Je me suis parfois brûlé les ailes. Ok. Je ne le conseille pas. Il faut avoir le cœur bien accroché. Et quand on a Hmm. des surprises, de l'impayé, des travaux qui ne se passent pas comme prévu, le but, c'est pas de ne plus dormir la Ouais, nuit. ouais, Voilà. c'est sûr. C'est pas fait pour tout le monde. Bah, pour rappeler rapidement, je pense, en fait, le risque, parce qu'on parle beaucoup de risque, rentabilité, sur l'immobilier, quand on va avoir des grosses rentabilités, en général, c'est un gros risque de vacances locatives potentiellement, bah, faire beaucoup de travaux, donc il y a le risque travaux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme risque? C'est la risque de liquidité, peut-être que c'est un bien Mhm. qui va avoir du mal à se revendre. Bien sûr. Donc voilà, c'est tous ces risques-là quand on va chercher des grosses rentabilités. En général, c'est principalement ces risques-là Oui. qui sont là en Oui, avant. Je sais c'est. pas si tu en as d'autres en tête. D'autres, non, c'est déjà assez suffisant. Ok. Enfin, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on va rencontrer Ouais, c'est le ça. plus souvent. Parfois, par rapport à une fiscalité, il faut arbitrer, il faut pouvoir revendre. En tout cas, chez ICM, nous, on va s'assurer de ça. On fait Mm. toujours attention au coût de l'opération comparativement à la valeur marché. Ouais. On se dit, bon, voilà, le but, c'est pas de revendre dans 6 mois, mais à un moment, si le client, il doit revendre, il ne faut pas qu'il perde des plumes. Ça, Ok. c'est quand même important. Je ne vends pas une opération qui coûte 6 000 € du mètre carré, clé en main, dans un marché de l'ancien qui en vaut 3 000. Voilà, Ok. ça fait partie de nos curseurs de sélection qui font que quand un chasseur structure un bien, bah, il y a tout un tas de contrôles qui passent dans le CRM. Je suis le dernier de la boucle, je suis le dernier à appuyer sur le bouton. D'accord. C'est moi qui fais l'ultime contrôle des Ok. dossiers qui partent chez ICM, c'est moi, Tu fais de tous les euh, dossiers? de tous les dossiers. Ok. À la fin, c'est moi qui appuie sur le dernier D'accord. bouton, je refais un balayage et je dis ok, tout est ouvert. La machine contrôle pas mal et il y a l'humain. Il y a le maître d'œuvre, il y a le chasseur, mais je suis le dernier à appuyer sur le bouton. Ok. Voilà, et donc voilà, ça c'est les choses importantes. D'accord. Aujourd'hui, je prends un exemple, j'ai 25 ans, Oui, jeune actif, je veux investir dans l'immobilier, justement comme dans le vrai faux, je veux devenir millionnaire dans 5 ans, ouais. je viens te voir, qu'est-ce que tu me conseilles? On va établir un cahier des charges. Ok, Millionnaire dans 5 ans, bon, on nous a jamais demandé ça. Je pense pas on ait travaillé un cahier des charges dans ce sens-là. D'ailleurs, pourquoi pas, on peut prendre les choses à l'envers et fixer des objectifs, les découper. C'est ce qu'on fait, tu es entrepreneur aussi, donc c'est ce qu'on fait ouais, peut-être un peu déjà à titre personnel, de toute façon. Non, je vais toujours avoir cette même logique de dire, bon, on pense à la première opération en d'accord, anticipant la deuxième. En ok, fait, on pense aux deux premières en même temps, on réalise la première. Et puis après, on va avancer. Et puis de toute façon, la limite, souvent, c'est quand même la capacité d'emprunt. ouais, Faut faire le max de la capacité d'emprunt tout de suite, parce que je dis toujours, faut pas perdre de temps. hmm. Tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu vois, je développe quand même les questions que j'avais pas le droit de développer tout à l'heure. Toujours, le T'as meilleur raison, moment pour investir, bah, il y en a deux. Le premier, c'était il y a 20 ans, puis le ouais, deuxième, c'est maintenant. clairement, C'est comme ça que je vois la chose. Le pire ennemi, c'est le temps qui passe. Ne rien faire, c'est la pire chose qu'on puisse faire finalement. Et je dis non, faut avancer, faut utiliser la capacité d'emprunt, faut penser au coup d'après, à l'enrichissement d'accord, que ça va générer, au regard qu'aura le prochain banquier sur le prochain dossier. d'accord, Et puis avec ça, on arrive. Seras-tu millionnaire dans 5 ans? C'est plus dur si tu as une petite capacité d'emprunt, souvent complètement, ouais, due à des revenus du travail de ouais. manière générale qui sont limités. Et l'apport aussi qui est Euh, quand même, qui peut être bloquant aussi, c'est ça. Et donc, ça ne dépend pas que oui, complètement, de l'immobilier que tu vas acheter.
en partie, Hmm. mais Mais comme premier projet, qu'est-ce que tu conseillerais alors pour quelqu'un classique, 25 ans, un CDI plutôt dans la moyenne en primo-accédant, tu conseillerais quoi? Voilà, pas forcément aller chercher une rentabilité de folie, mais une bonne rentabilité qui permettrait potentiellement d'autofinancer le bien. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Ce qu'on fait en général, enfin, c'est ce qu'on fait tout au long de l'année pour beaucoup de clients primo-investisseurs. Ce sont des petits appartements plutôt bien situés en cœur de ville. D'accord. Ça garantit une liquidité. Si on doit revendre Hmm. à un moment, on sait que le premier, on va pas forcément le garder pendant 25 ou 50 ans. Du cœur de ville, il y a de la liquidité, il y a une tension locative, on se brûle pas les ailes. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est toujours aller dans un secteur où la législation permet de la courte durée. Je dis, voilà, c'est Ouais. rentable en longue durée. Vous avez le beurre et l'argent du beurre le temps que vous pouvez faire de la LCD. On vous le configure en LCD, Ok. mais regardez euh, on regarde vraiment ce que ça génère en longue durée. D'accord. Voilà, tu as du bonus le temps que tu peux, tu fais de la courte durée Ok, et c'est d'accord. très bien. Et Vous faites parfois, toujours la double analyse, d'abord courte durée, si jamais on passe sur du long terme, oui, toujours. c'est... Ok, d'accord. C'est systématique. Hmm. Il arrive parfois que certains clients s'en fichent complètement et disent voilà, le jour où il n'y aura plus de courte durée permise sur le secteur, je vendrai. On a parfois des clients qui viennent avec des histoires incroyables, hein. Ah oui? Des personnes qui avaient des immeubles de rapport entiers en location courte durée à Bordeaux Ok. et qui, du jour au lendemain, ont dû absolument revendre tout le patrimoine Ah oui. pour en reconstituer un nouveau différemment, parce que ça n'était plus rentable, parce que ça ne couvrait pas les traites, parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers d'assumer l'effort d'épargne que ça générait une fois qu'on avait remis en location courte durée. On a entendu des histoires Ouais. incroyables, hein, parfois, mais il y a des gens comme ça qui aiment, qui ont un peu le goût du risque et qui se disent, bah, c'est pas grave, je revendrai. Bon, revendre quand tout le monde vend en même temps parce qu'une interdiction vient de tomber, c'est pas là qu'on vend forcément au meilleur prix. Mais tu parles justement des nouvelles réglementations sur la courte durée dans les grandes villes. On sait qu'il y a aussi l'encadrement des loyers dans certaines grandes villes, il y a les DPE, enfin voilà, il y a Mhm. plein de choses. C'est quoi pour toi les principaux défis de l'immobilier en ce moment et comment vous y faites face chez ICM? Bah, alors, les défis, bon, c'est ceux que tu as cités, hein, c'est aujourd'hui seul, mais j'ai envie de dire, c'est des bons défis, c'est des défis qui visent à améliorer le parc immobilier finalement. On améliore le cadre de vie d'énormément de locataires Hmm. quand on participe à cet effort, alors qui est imposé à nous, hein. Soyons honnêtes, est-ce qu'on rénoverait autant, est-ce qu'on isolerait autant s'il n'y avait pas ces interdictions? La réponse est probablement non, il faut être honnête. On a des clients qui regardent d'abord la rentabilité, puis après le reste. Ce sont des défis, on fait avec. Comment on fait? On isole plus que ce qu'on faisait hier. On a des installations électriques qui sont encore plus conformes qu'hier, Et tout malgré tout simplement. ça, du coup, pour toi, il y a toujours des opportunités à aller chercher, même déjà avec toutes les restrictions qu'on connaît, en plus avec les conditions des taux d'intérêt qui ont explosé. Malgré tout ça, pour toi, il y a toujours des opportunités à aller chercher. Oui, oui, bien sûr, oui, Il tout y a à de belles fait. choses à faire. Il y a, il y a des choses incroyables à faire. Ok. Ouais. Parce que tu penses qu'il y a une possibilité de négocier plus importante qu'avant? Parce qu'on a vu, en fait, le sujet, c'est on a les taux d'intérêt qui ont augmenté, c'est compliqué d'emprunter parce que les conditions de financement sont durcies, et des prix de l'immobilier, en tout cas dans global en France, qui stagnent ou qui baissent un petit peu. On peut se dire, on perd quand même beaucoup. Et malgré ça, il y a quand même des belles affaires pour toi. Alors oui, il y a des belles affaires, et puis de toute façon, une belle affaire, comme je disais, c'est toujours l'affaire qui correspond aux besoins de l'investisseur et souvent besoin fiscal, hein. D'accord. C'est une chose à laquelle il faut faire attention. Je vais peut-être à contre-courant de ce qui se dit, mais je ne constate pas qu'il est plus difficile d'emprunter aujourd'hui. D'accord. On emprunte moins. À salaire équivalent, on a un budget inférieur à ce qu'on aurait pu avoir il y a un an, mais on a quand même des banquiers qui ont des objectifs à Ok. tenir. On va à la banque avec un dossier bien constitué. Dans l'enveloppe qui nous avait été donnée, les banquiers disent pas plus Ok. souvent non qu'hier, en fait, hein. Même sur le montant de l'apport, il n'y a pas plus d'apport qui est Alors, demandé qu'avant? oui, bien sûr, il faut un D'accord. peu plus d'apport, il faut respecter les règles. Il Hmm. y a toujours eu des règles. J'ai envie de dire, on a vécu une époque historiquement basse. Ouais.
revient à quelque chose de normal. On emprunte à 5 ou 6% aujourd'hui. Moi, mes parents m'ont toujours expliqué qu'ils ont acheté la résidence principale dans laquelle j'ai grandi à 12% à l'époque. Et qu'il fallait mettre un apport de 30%. On a connu une époque très basse, et il y avait une fenêtre de tir où on pouvait effectivement s'enrichir plus vite, on revient à des choses normales. Bon, voilà, Ok. c'est pas un truc de dingue. Ouais. Vous qui faites beaucoup de courte durée, comment tu vois l'évolution des réglementations? Est-ce que tu penses que ça va continuer à se durcir? Est-ce que ça va stagner? Comment tu vois ça, toi, de ton côté? Ça continue à se durcir, Ok. ça se durcira de plus en plus, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin des temps. C'est comme Ouais. ça que fonctionne la législation, Ouais. hein, elle avance, il y a des nouvelles interdictions, puis les investisseurs ont de nouvelles idées, puis ils Ouais. inventeront demain une nouvelle stratégie qu'on n'imagine même pas peut-être Ouais. aujourd'hui, hein. Mais non, non, Hmm. c'est le jeu. Parfois c'est sur l'aspect énergétique, parfois c'est sur tel ou tel truc, parfois c'est fiscal. Euh, Comme le dit mon expert comptable, il aime me dire, il me dit, tu sais Alexandre, la fiscalité a toujours évolué. Alors elle évolue moins vite en société qu'en particulier, mais il me dit, il y a eu 3 gros changements en 30 ans pour les entreprises. Il y en a eu, j'en recense plus d'une quinzaine pour les particuliers en 30 ans. En fait, ça se durcit Ouais. toujours. Ça ne s'arrêtera jamais, Hmm. donc bon, c'est une continuité Pareil, bon, logique. faudra s'adapter aussi sur ces sujets-là. Et on s'est toujours adapté. Ouais. Et d'ailleurs, il y a peut-être de plus en plus de restrictions, mais il y a aussi, bizarrement, ce qui est contradictoire, de plus en plus d'investisseurs, une part de l'investissement locatif qui augmente Hmm. tous les ans. Il y a 10 ans, enfin non, il y a 10 ans en arrière, l'investissement locatif, c'était un achat sur 10. Enfin, moins d'un achat sur 10. L'année dernière, l'investissement locatif, ça a quasiment atteint un chiffre incroyable, c'est 4 achats sur 10. Donc, on pourrait imaginer le monde en se disant l'étau se resserre. Mais bizarrement, il y a de plus en plus de monde Hmm. qui vient jouer dans ce jeu, en fait. Comment t'expliques ça d'ailleurs, enfin toi? Comment tu le vois? Est-ce que Euh, justement bah, le fait qu'il y ait des sociétés d'investissement clés en main qui ont commencé à apparaître, Bien sûr. ça a joué? Alors, Les formateurs aussi immobiliers, est-ce oui, qu'ils ont joué un rôle aussi? tout à fait, oui, probablement. L'ère d'Internet, hein, Hmm. il se pourrait qu'il y a 30 ans, il y a 50 ans, et bah, pour être investisseur, c'était un petit peu plus difficile parce que la connaissance, on ne l'avait pas. Euh, alors, on a tous peut-être des histoires comme ça dans la famille, mais Ouais. pour investir, il fallait qu'on ait un parent qui nous transmette un peu de connaissances, Hmm. un oncle, un ami, un mentor, et il fallait le connaître réellement dans le monde physique. Moi, je fais partie de cette génération. J'ai des parents qui, eux, n'avaient pas investi dans la pierre. Je suis le premier à avoir fait des investissements locatifs. Je suis la D'accord. première génération à avoir fait ça. Et bah, dans un premier temps, alors, est-ce qu'un jour j'ai tapé sur Google comment devenir riche ou machin ou truc? C'est probable. C'est possible. Et je suis tombé sur des formateurs en ligne qui ont démocratisé l'investissement locatif. Et comme dans plein de domaines, on a une connaissance qui est beaucoup plus accessible et on a tout simplement plus de personnes formées qui ont la capacité, parce qu'elles ont les cartes en main, d'aller réaliser un investissement. Mais si tout le monde nous raconte que personne n'a jamais fait dans la famille, que c'est extrêmement risqué, qu'on peut tout perdre, bah on n'y va pas. Ouais. Mais si à un moment on a un petit écran, et là il y a des gens qui nous disent mais non, ça va bien se passer, regarde, je t'explique ce qu'il faut faire et suis ma méthode et tu vas y arriver, bah à un moment tu te lances et puis c'est probablement lié, oui. Mais c'est parfait parce qu'on peut faire un parallèle du coup avec ta vie d'investisseur immobilier. T'en es où en termes de parc immobilier? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as fait comme investissement? Peut-être nous citer bah, ta meilleure affaire, bah, Mhm. soit que tu as faite pour toi d'ailleurs, soit que tu as faite pour un de tes clients. Voilà, nous expliquer un peu tout ça. Alors, j'ai pas un gros parc immobilier. Dans ma vie, j'ai acheté au total un petit peu plus d'une dizaine de biens, je pense. Des choses que j'ai achetées pour les garder en patrimoine, des choses que j'ai revendues pour faire de la plus-value, D'accord. des choses que j'avais achetées pour garder puis que j'ai revendues. Euh, Tout se passe pas comme prévu. La meilleure affaire, j'en ai une en tête. Bah, c'était justement, je l'ai pas acheté pour la meilleure affaire, c'est un bien que j'ai acheté pour en faire une petite colocation meublée 3 chambres et que j'ai revendu, je pense, à peine au bout de 6 mois Ah oui, parce que j'avais pas percuté d'une chose. Alors, quand j'ai acheté, en fait, j'ai acheté complètement en dessous du prix du marché, mais je m'en étais pas du tout rendu compte. ok. Moi, je cherchais un bien proche de l'université dans lequel je pouvais faire 3 chambres. Alors, je l'ai acheté, je l'ai rénové, je l'ai meublé. Et puis, je ne sais pas ce qui m'a pris. À un moment, je me dis, tiens, combien ça vaut? Un bien rénové. Je tape 100 mètres carrés, le code postal sur le bon coin. Je dis, bah mince,
tout vaut au moins 120, 130 000 euros. Moi, j'avais acheté bien 50 000. J'avais fait 10 000 euros de travaux dedans. Puis j'ai mis des meubles et je m'apprêtais à mettre les annonces de colocation. Mais ma souris a glissé. Au lieu d'aller sur déposer une annonce, je suis allé sur la ville, combien ça vaut. Je dis, bah mince, il y a moyen de doubler ma mise. Alors que ça fait 3 mois que j'en suis propriétaire. J'ai mis l'annonce. Et en fait, 1 heure après, je pouvais plus me servir du téléphone. Tout le monde m'appelait. J'étais l'appartement le moins cher Ah ouais, au mètre carré de la ville. incroyable. Euh, j'ai fait 3 visites le lendemain et j'ai eu 3 offres sur les 3 visites et j'ai vendu. Bon, j'avais pas acheté pour ça. Bah, c'est la première fois que je fais une plus-value dans ma vie. J'ai pris goût, forcément. Après, j'ai essayé de le faire volontairement. J'ai fait moins bien, je pense, par rapport au capital investi. Doubler l'investissement, c'est quelque chose d'énorme, hein. Aujourd'hui, des marchands de biens travaillent sur des niveaux de marge à 25%, Mm. voire 20, voire moins après financement, parce qu'il y a le coût du financement qui est intégré. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé malgré moi. J'ai eu chance du débutant ou quelque chose comme ça. Voilà, Une belle surprise, hein, une belle j'imagine. surprise, tu vois. Et c'est quoi, bah, à l'inverse, plutôt les galères que tu as eues? Tu disais justement que tu allais sur des stratégies risquées, que tu t'es un peu brûlé les ailes. Mhm. Tu peux nous dire un peu plus en détail les plus grosses erreurs que tu as faites et les répercussions? Aller un petit peu vite à chiffrer des travaux avec avec des entrepreneurs. Et finalement, ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, il faut rentrer dans tous les détails. Il faut lire toutes les phrases, chaque virgule a son importance, mais vraiment, il faut aller au fond du fond du fond du détail quand on est en train de visiter un appartement avec un artisan et qu'on lui demande de chiffrer les travaux parce que rien ne va de soi. Ouais. Ça pourrait paraître logique de dire qu'avant de, je sais pas, avant de peindre un mur, il faut faire un peu d'enduit, il faut le ratisser, après avoir enduit, il faut poncer. Mais en fait, non, ça va pas de soi. Et on aurait tendance à dire, bah, si on lui demande de tout peindre, les portes sont incluses. Alors, c'est des trucs que j'ai plus en tête, mais j'avais un budget qui m'avait été donné, je sais pas, un appartement à rénover, il y en avait pour 20 000 euros. Ah, c'était un super prix, c'était canon. On était à 400 euros du mètre carré, on refaisait tout l'appart. Et puis au fur et à mesure, alors moi je suis allé à la banque, j'ai obtenu mon crédit, j'avais emprunté pour les travaux et tout à l'époque. Et puis au fur et à mesure du chantier, l'artisan me dit, ah oui, mais non. Bah, ça, c'est pas dans mon devis. Ah bah non, peindre les portes, tu m'as parlé des murs, tu m'as dit mur, sol, plafond. Mur, sol, plafond. Et on allait comme ça de découverte en découverte. Donc finalement, bah, j'ai dû mettre de ma poche ce que je Mm. n'avais pas prévu de faire. Le chantier qui j'avais imaginé m'aurait coûté 20 000 m'en a coûté 30. Et encore fallait-il que je les ai. Donc ça, c'est une bonne expérience. Et je dis toujours, c'est le prix de l'apprentissage en fait. Ouais. Je suis content d'être passé par là un jour dans ma vie parce que c'était pas sur des sommes conséquentes. Il n'aurait pas fallu que ça m'arrive sur un immeuble de rapport où on aurait démultiplié les surfaces parce que là, les 10 000, je les avais. Ouais. Mais si c'était pareil, on D'où rajoute un l'intérêt de zéro, commencer 100 avec des 000, petits je projets. les aurais peut-être pas eu. Ouais. Et ça, c'était quelque chose d'assez désagréable où finalement, je savais qu'à chaque fois que je me rendais sur le chantier, c'était pour me prendre la tête avec les artisans parce qu'on allait être d'accord sur rien. Et puis, eux, ils tiraient la couverture de leur côté. Puis moi, je disais que non, c'est eux qui avaient mal compris, que je m'étais exprimé clairement. Mais tout ce qui n'est pas écrit, hein, Ouais. ça a disparu après, hein. D'où l'intérêt peut-être aussi de passer par du client, donc c'est le genre de C'est ça. surprise qui arrive beaucoup moins. Bah, nous, on a l'habitude de ça, puis surtout nos entrepreneurs, comme je le dis, on est des apporteurs d'affaires, et ça, c'est Mm. une garantie. C'est qu'on n'a pas trop de problèmes avec eux, parce qu'ils savent très bien qu'il vaut mieux que ça se passe bien Ouais. s'ils veulent qu'on les refasse travailler. Et bah, c'était quelque chose, c'était une erreur de débutant. Je pensais que c'était simple, il suffisait de dire fais ci, fais ça, et puis tout allait bien se passer. Absolument pas. Je suis content de l'avoir vécu dès le début sur un petit bien, sur des petits montants, même si 10 000 euros, c'est pas rien quand on démarre. Dans la vie Ouais. d'investisseur. Et ça, c'est une super expérience que j'ai eue. Et aujourd'hui, on se dit, il faut passer le temps qu'il faut. Et moi, si je pars aujourd'hui, je ferai un chantier, si je dois y rester toute la journée et puis toute la nuit, et ben, j'irai au bout de la dernière virgule, de la dernière virgule, de la dernière plainte, du dernier interrupteur. Mais l'artisan, il pensait venir faire un devis en une demi-heure. Il va peut-être passer 4 heures avec moi, mais je ferme la porte à clé, il ressort quand on a tout verrouillé, sinon on va pas travailler Ok. ensemble. Voilà. C'est quoi ton critère le plus important quand tu choisis tes biens? Ouais, je vais dire un truc qui est peut-être un peu classique, mais malgré tout, l'emplacement Ah quand ouais. même. Ouais, l'emplacement, la liquidité. Ouais, La si ça liquidité. revient toujours, c'est qu'il y a une raison, hein. Tous les investisseurs en général Ouais. reviennent pas mal là-dessus, Ouais, hein. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais.
L'emplacement, c'est ce qui garantit de revendre bien, vite, au bon prix. L'absence de fluctuation de marché en cas de crise, enfin vers le bas, de trop gros décrochages sur les prix. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça peut être une évolution de notre situation personnelle, une évolution fiscale qui fasse qu'à un moment on est obligé de revendre, d'arbitrer, etc. Et vraiment l'emplacement, c'est un truc. Ouais. On se trompe pas. Mais Mm. bon, on disait déjà ça, je pense, il y a un siècle. Et Oui, bah voilà, j'arrive avec un ça vieux change truc pas. d'il y a un siècle ou 3 siècles ou de 1000 ans. L'emplacement quand même. Ouais, parfois les trucs Voilà. qu'on rabâche tout le temps, bah, c'est qu'il y a du vrai derrière. Ouais, ouais. Ouais. La petite voix de la raison. Ouais. Même s'il faut dire, oh là là, là-bas, il y a des super chiffres et une renta Il y de a des rentas de malade. malades. Il y a la raison qui dit, Mm. est-ce que c'est bien situé? Et justement, on parle de rentabilité. Donc chez ICM, vous faites plutôt des investissements au final à haut rendement par rapport au reste du marché. Est-ce que tu penses que les risques et peut-être aussi toutes les complications qui peuvent survenir euh, sur des stratégies à haute rentabilité, donc bah, la gestion des locataires qui peut être plus compliquée, plus de dégradation du bien, etc., ça fait que c'est des investissements qui ne sont pas faits pour tout le monde. Par exemple, des gens qui veulent vraiment pas avoir de soucis avec leur investissement ou des choses comme ça. Oui, tout à fait, ouais, bien Ok, sûr. Alors, la démarcation du haut rendement, bizarrement, je vais peut-être aider mes concurrents en disant ça. Tant d'accord. mieux, grand bien leur face. Mais en fait, oui, on est connu sur la place pour faire des rendements un peu supérieurs à ce que vont proposer nos concurrents, mais surtout, c'est souvent le cas quand on nous compare à de gros concurrents. Hmm. Ceux que tu as cités tout à l'heure, je crois que tu as parlé de Mastéos et Mastéos, Beanstalk. de Beanstalk, il y en a d'autres encore sur la place. Mais nous, aujourd'hui, on est une entreprise d'une vingtaine de chasseurs. On est plutôt dans le modèle un peu de l'entreprise familiale, de la PME familiale. Et en fait, c'est juste mathématique, c'est que plus on va faire de la quantité et du volume, plus on aura de mal à trouver des biens aussi qualitatifs. Bien évidemment, on continue notre croissance, on va probablement encore grandir cette année, puis j'espère les années suivantes. Et, euh, et en fait, c'est juste mathématique. Hmm. C'est que eux, certains par leur stratégie, ont dit on va livrer plusieurs centaines, voire milliers de projets par an. Il est difficile, dans n'importe quel marché, d'aller dénicher des biens d'aussi bonne qualité. Et il y a toujours ce choix qualité-quantité. C'est comme ça. Et on fait plus de rendement. Bon, on arrive encore à trouver des pépites. Si demain je devais livrer 1000 projets, j'y arriverais peut-être un peu moins Hmm. aussi. C'est Ouais. la réalité du marché et on fait avec ce qui existe sur le marché. Voilà. Est-ce que tu penses qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt qui fait que bah, les stratégies plutôt à rendement peut-être pas faible mais intermédiaire 5-6% bah, perdent un peu de leur intérêt quand tu empruntes à 5-6%, est-ce que tu penses que vous allez bénéficier finalement au final de ces conditions de marché? On en bénéficie en fait, ouais, Ah bon. déjà. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on a une inflation qui augmente. On a beaucoup de clients qui rapatrient les capitaux qui étaient placés sur des supports comme de l'assurance vie. D'accord. On s'est étonné cette année du nombre de paiements comptants qu'on a eu, qui a littéralement explosé. Ok. On a de plus en plus de paiements comptants, on a des apports qui sont de plus en plus gros, et en fait, on pourrait très bien dire bah oui, mais les banques demandent plus d'apports, c'est plus compliqué. Bah, en fait, on a des gens qui avaient placé de l'argent sur des supports qui ne leur conviennent plus aujourd'hui. L'assurance vie à 3%, elle a plus beaucoup de sens pour beaucoup de personnes. Ils ont récupéré le cash et ils se disent faut que je le place quelque part parce Ouais. que l'inflation me le grignote ce capital. Donc quoi, je le mets dans de la pierre. Et, euh, et en fait, il faut toujours comparer à quelque chose de comparable. Si on ne fait pas de l'IMO, qu'est-ce qu'on fait à côté? Hmm. Et si on ne parle pas de rentabilité de l'actif immobilier, mais de rentabilité des capitaux investis, Il n'y a pas beaucoup d'investissements ouais, ouais, c'est qui, ça en qui font fait. pareil. Ouais. Et alors, il y a des choses très bien. Il y a la SCPI, il y a tout ça. Peut-on lever autant de fonds pour aller sur ce type de placement? Bah, la réponse est souvent non. Et quand tu as un actif immobilier qui génère 8% de rendement net, mais que tu as emprunté 80% du coût de l'opération et que finalement, quand tu pars en, en rentabilité du capital investi, bah, tu as un 40% lent si tu prends en compte Ouais, l'enrichissement. Alors, c'est pas de la liquidité physique tout de clairement. suite, Hmm. mais tu as un enrichissement qui se fait sans même considérer une prise de valeur du marché. Là, on parle sans intégrer une plus-value dans le calcul, en Ouais. disant j'ai investi, je dis une bêtise, 15 000 euros au global d'apport de mes deniers personnels,
Et tous les ans, j'ai un locataire qui me rembourse 1 000 € de crédit. Alors, c'est un exemple, est-ce qu'il est bon ou pas? Pas forcément, mais la rentabilité du capital investi, elle devient Oui. extrêmement intéressante. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme support d'investissement? Peu, où on a autant d'effets de levier, même si le Ouais. banquier nous demande 20% d'apport. Non, non, Voilà, c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'il y a peu d'investissement. Enfin, c'est ça. tu peux toujours mettre du levier sur de la bourse, des choses comme ça, mais le risque, il devient énorme. Enfin, difficile à gérer. L'immobilier, tu as quand même des loyers qui sont récurrents, où tu peux prévoir quand même. Puis même les prix de l'immobilier sont beaucoup moins fluctuants que la bourse. Donc, non, c'est vrai que pour relever de la dette, il n'y a pas mieux. Voilà, donc, Il y a pas mieux, ça c'est clair. donc Mais oui, mais ça demande plus d'engagement personnel quand même que voilà, juste mettre 200 € tous les mois en bourse et rien faire. Faut quand même aller voir un banquier ou aller voir une société d'investissement clé en main. Faut se bouger un peu plus, quoi. voir une société d'investissement clé en main, on est quand même dans quelque chose d'assez facile, hein. Ça se fait, mais voilà, je veux dire, par rapport à un truc où tu vas juste cliquer en ligne et tu vas appuyer sur un bouton et c'est terminé, bah faut quand même prendre des rendez-vous, faut voilà, répondre, être réactif pour se positionner sur des biens, aller voir un notaire, enfin, c'est quand même un process qui est un peu plus engageant. Non, alors, dans la manière traditionnelle où effectivement on va soi-même en agence immobilière, on va soi-même trouver l'entreprise qui réalise des travaux, effectivement, ça prend énormément de temps. On l'a chiffré, c'est en moyenne entre 200 et 250 heures à passer. Ok, Alors, tout cumulé, j'ai regardé même moi-même, je me suis dit, ah, ça colle assez bien en fait les moyennes, c'est ce que j'ai ok. vécu auparavant, hein. Jusqu'à l'acquisition, enfin jusqu'à la signature du bien, Entre le moment 200. où tu commences à regarder les annonces, Ok, 200. appeler les agences immobilières, ça prend du temps. Visiter des biens, ça prend du temps. Revisiter, chiffrer les travaux avec un artisan, se positionner, faire une offre, ça prend du temps. Ok, ouais. Constituer un dossier, Hmm. relancer des artisans, suivre un chantier, se déplacer, voir si ça a avancé. C'est entre 200 et 250 heures. Ok, C'est moins de 5 heures chez ICM. On passe un peu de temps, mais ça peut être d'accord. 5 heures en full téléphone et webcam. Ok, Bon, tu passes un peu de temps. On va passer au moins 1 heure dès le démarrage pour que je comprenne ce dont tu ouais. as besoin, ta situation. On établit un cahier des charges. Je vais te rappeler moi quand j'ai une opportunité. Et puis, on va refaire un Ok. peu de. Mais donc euh, ICM, c'est 5 heures. à peine, Ok, voire 1 heure. On a vraiment parfois des clients très expérimentés qui nous disent voilà, j'ai ça en capacité. Puis parfois, on les connaît. C'est des gens qui réinvestissent avec nous parce qu'ils ont encore de la capacité d'emprunt. Ils sont satisfaits du ou des premiers. Ils nous disent voilà, le budget, c'est validé par la banque, faites. ok, On les dérange quand on les appelle, malheureusement. Alors, ok. c'est un peu triste pour nous, hein, parce que. Mais vous êtes à ce niveau de confiance avec certains clients. Oui, bien sûr, ouais, Ok, tout à fait. Ouais. super. Alors, et nous, ce qui est bizarre, c'est qu'on demande à nos clients de venir. Ils viennent pas Ok. tous, mais moi, je suis malheureux. Non, mais Oui, on oui. pilote énormément de chantiers à Rouen. Les clients, on ne les a vus qu'au travers Ah oui, ok. de l'écran, de la webcam. On leur dit. Si vous venez, ce sera un plaisir, on viendra même vous chercher à la gare, parce que des clients qui viennent nous voir, bah, c'est pas tous les jours. Ouais. Et nous, on On pilote des veut du chantiers, contact humain, s'il vous ouais, plaît. si vous voulez que venir, on va se boire un café, on va se faire un resto, on Ah va, ouais, on va ok. rigoler un bon coup, puis après, ou avant ou après, on va aller voir votre chantier. Des fois, j'ai des clients, je leur dis, venez voir une fois avant que je le mette en exploitation, venez S'il vous dormir plaît. dans votre bien, venez voir ce qu'on a fait. J'ai des clients, ils se déplacent pas. Ah Et ouais. moi, je suis triste. Je dis, venez au moins voir ce qu'on vous a conçu. Les locataires vont en profiter. On le met en location dans 2 jours. Il y a une fenêtre de tir, prenez le train. Et il y en a Euh, qui passent une nuit dans leur Ouais, bien bien, sûr, ouais, ouais, c'est ouais, il y trop en a bien, beaucoup. énorme. Bah, surtout dans les LCD, on fait des belles choses parfois avec Ah, des, c'est des énorme. balnéos, des sodas, des Ah choses oui, comme ok. ça Ah, c'est arrive. sympa. Et je leur dis, bon, en général, ils sont allés sur ce type d'investissement pour le côté plaisir, Ouais. donc ils ont hâte. Ouais, ok, Mais d'accord. sur de la colocation, sur de l'immeuble de rapport, alors des fois tout est déjà loué, bon, c'est assez rare, mais non, j'ai des clients qui se déplacent pas et je leur dis, venez, nous on S'il veut vous voir plaît. un peu des humains, on veut voir nos clients en vrai. Donc c'est Mais rigolo. c'est une bonne transition vers plutôt le zoom de l'entrepreneur et pourquoi toi tu as entrepris de créer ton entreprise. Et par exemple, ce serait quoi la plus grande réussite que tu as depuis que tu as fondé ICM ou quelque chose dont tu es le plus fier? Le plus fier, je suis assez fier de mes équipes, ça me rend très D'accord. très fier. Des personnes qui ont un peu le même combat que nous, qui se disent bah, je vais tout simplement aider mes pairs dans la société, des concitoyens, je vais aider la cité à aller mieux, à préparer sa retraite. Ok. Ça, je suis assez fier de ça, de dire il y a des personnes qui quand même, quand elles sont venues à nous, étaient assez angoissées de l'avenir, de l'inflation qu'ils ont vue à la télé, puis ils ont vu que chez nous, on était assez détendus, on se disait, bon,
c'est une crise. Moi, comme je dis, bon, crise immobilière, c'est la deuxième que je vis. Moi, j'ai démarré dans l'après-crise des subprimes. Mon associé William, lui, il dit carrément, moi, je suis à la troisième. Je suis assez fier de ça, de voir des Ok. gens qui étaient plutôt anxieux par rapport à ce qu'ils avaient entendu. On les a détendus, on les a aidés à se préparer un avenir, à se préparer une retraite, à se constituer un patrimoine, à avoir quelque chose qu'ils vont léguer derrière, qu'ils vont laisser à leurs enfants. Ils en sont assez fiers Ok. d'avoir fait ça. Ça me rend fier. Et puis, j'ai des collaborateurs qui n'ont pas besoin de travailler, qui sont là avec nous. On fait ça avec plaisir. L'équipe ICM, de manière générale, me rend assez fier. Ok, d'accord. Voilà. On avait aussi un peu échangé avec William, qui a un parcours hyper intéressant, qui s'est vraiment lancé tout seul, qui a commencé avec un blog sur l'immobilier, sur la location courte durée, et qui ensuite on lui a demandé de faire des projets, des gens lui ont demandé tout simplement parce qu'il avait une expertise là-dessus, et donc il a commencé à créer ICM comme ça. Comment tu l'as rencontré et comment vous vous êtes dit que vous avez monté ICM ensemble? Moi, j'ai rencontré William, c'est rigolo, j'étais agent immobilier. D'accord. Il est rentré dans mon agence à l'époque, j'étais encore salarié d'un cabinet immobilier en fait. Il est rentré, il m'a dit, bah voilà, moi je suis investisseur, j'achète pour moi, puis pour des clients, et puis en fait, tout ce que tu as de rentable, bah moi je vais l'acheter. J'ai dit, mince, c'est bizarre ce personnage. Voilà, puis je sais pas, on s'est rappelé, un jour je lui ai dit, bah explique-moi un peu plus là, parce que c'est bizarre ton histoire où tout ce qui est rentable, tu l'achètes. Il y a un truc, tu as une formule magique. On a discuté, on a sympathisé. C'est William qui m'a poussé vers l'investissement locatif à titre personnel dans un premier temps. D'accord. On avait une relation, alors, agent immobilier client. Alors, l'anecdote que William aime raconter, c'est que bah, je lui ai jamais rien vendu en plus. Ça, c'est Excellent. assez drôle. Il m'a fait rencontrer d'autres investisseurs, il m'a donné envie d'investir. Bon, ça me démangeait un peu déjà, hein. J'aimais beaucoup échanger avec des investisseurs. Et puis, bah, c'est venu naturellement. En fait, moi, j'ai un peu investi. Et puis après, on s'est dit, bah, en fait, c'est aussi un ancien agent immobilier, William. Et Ok. tous les deux, on était d'accord sur un truc. C'est sûrement qu'on aime les chiffres. On en avait marre de vendre des résidences principales. Ok. Alors, moi, ça m'a plu un temps. Et il y a des gens qui font ça très bien aujourd'hui. Il y a plein d'agences immobilières. Leur métier, c'est, dans la majorité du temps, de vendre de la résidence principale. Parce que ça les fait vibrer, un peu moins, mais parler de l'exposition, du vis-à-vis. Bah, moi, ça me parle pas. Ouais, d'accord. J'aime les chiffres, j'aime les tableaux Excel, j'aime aider les gens à préparer la retraite. C'est très bien aussi hein, d'aider, je pense, aux agents immobiliers beaucoup plus traditionnels, hein, les grandes enseignes qu'on connaît, un plein, Orpi, La Forêt, Guy Hockey, ils répondent à des besoins différents dans l'immobilier. Et, euh, et quelqu'un qui a besoin d'une chambre de plus parce qu'il y a une naissance, il faut comprendre le besoin, il Ouais. faut trouver la bonne maison, et c'est un métier à part entière. Et je suis moi, je défends un peu un truc où je dis souvent on met tous les agents immobiliers dans le même panier. C'est un peu dommage et j'invite les agents immobiliers à se spécialiser et à devenir assez pointus dans leur domaine d'expertise. Moi, je veux être un excellent agent immobilier quand on parle de l'investissement locatif. Ouais. Euh, Quand tu rentres dans un cabinet d'avocat ou de notaire, on dit voilà, il y a tel collaborateur, c'est le droit de la famille, lui c'est le droit Ouais. de l'urbanisme. Et ben, les agents immobiliers ont intérêt à faire pareil. Il y en a qui vont probablement aider des familles, d'autres qui vont. Tu vois, je pense Ouais. qu'on doit se spécialiser. Il y a beaucoup d'agents immobiliers en France hein, aujourd'hui. Alors C'est sûr. la crise va-t-elle tous, la vague va-t-elle tous les emporter? Ça m'étonnerait, mais je pense qu'il est important de se spécialiser, devenir le meilleur Ouais. dans son domaine, dans sa zone, et c'est comme ça qu'on s'en sort aujourd'hui. Enfin, Top. en tout cas, moi, c'est le pari que Un j'ai. petit conseil s'il y a des agents immobiliers qui nous regardent, qui peut être intéressant. C'est quoi le plus gros obstacle que vous avez eu en créant ICM? Si on a eu. Plus gros obstacle, c'est un obstacle qu'on s'est créé nous-mêmes. C'est tout simplement notre avatar de recrutement. D'accord. Aujourd'hui, on est 20. Peut-être qu'on sera encore 20 dans 3 mois. Pas parce que, avec les paramètres qu'on a posés, Ouais. des anciens agents immobiliers et en plus d'investir à titre perso, j'ai pas 10 CV sur la table tous les matins. Ouais. Voire pas du tout, hein, certains matins. Donc je vais moins vite Ok. dans mon combat, mais c'est moi qui ai choisi cet obstacle et des fois on me demande quand est-ce que tu couvres tout le territoire. Bon, on est déjà présent dans une quinzaine de villes. Quand est-ce que tu couvres tout le territoire? Quand est-ce que tu as 100 conseillers? En fait, c'est pas ma bataille. Ouais, ok. C'est un obstacle à la croissance, très très Ouais, clairement. Voilà. ok. Mais bon, Et justement, où est-ce que tu verrais ICM dans 10 ans, par exemple? j'ai des ambitions personnelles. D'accord. En fait, la même chose avec des chiffres démultipliés, avec un impact démultiplié.
mais un peu au même endroit et toujours avec ce même truc de dire on va aider des personnes à les retirer de leurs incertitudes financières quand elles se projettent dans le futur sur la préparation de la retraite. D'accord. Bon, bizarrement, sans qu'on ait à le crier trop fort, et je rencontre de plus en plus de personnes qui croient de moins en moins à cette promesse de Ouais. la retraite et qui se tournent vers des gens comme nous. Je pense qu'elles ont raison de le faire. J'espère juste que dans 10 ans, on aura un impact. Bon, c'est fort probable, mais plus important et que notre parole sera entendue plus largement. Et je sais qu'aujourd'hui encore, j'en rencontre, même moi dans mon entourage personnel, des personnes qui sont un peu dans leur coin, Hmm. savent pas par où commencer. J'espère qu'on apportera encore plus une image rassurante, qu'on emmènera encore plus de monde avec nous pour les rendre autonomes Ok. et leur retirer le doute. Ok. Voilà, à plus grande échelle qu'aujourd'hui. Et comment vous comptez faire ça chez ICM? Est-ce que tu as une stratégie en tête pour je sais pas, avoir une acquisition client plus importante, pour essayer de plus recruter? Comment tu vois ça? Alors, les deux vont de pair hein, chez Ouais, nous. C'est un peu comme chez Carrefour. Il faut qu'il y ait des choses en rayon. Pour qu'il y ait des produits en rayon, il faut que chez nous, il y ait des chasseurs, hein, très ouais. clairement. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des clients qui rentrent dans le magasin et qui achètent ce qu'il y a dans les rayons. Donc, c'est une balance qu'on doit en permanence équilibrer. On doit augmenter le nombre de projets, on doit augmenter le nombre de clients. Alors, je ne vais pas dévoiler tout ce que j'ai en tête C'est à sûr. peut-être mes concurrents. Je les salue s'ils m'écoutent. On en connaît un certain nombre d'entre eux personnellement, hein. On échange, on a un peu le même combat et on participe au même effort hein, finalement. Mm. Donc, on est des concurrents, mais moi, je les considère en tout cas comme des confrères. Mais non, on fait de la publicité. Je suis invité par toi aujourd'hui, donc j'espère que ça va nous aider dans la notoriété et c'est tout un tas de petites choses. D'accord. Et puis chaque projet qu'on réalise, en réalité, alors c'est un long Oui. combat, mais un client satisfait, c'est un client qui parle de nous, c'est un client qui nous apporte des proches, c'est un client qui parfois se vante et on est content de sa réussite dans son cercle personnel et qui nous fait venir de nouvelles personnes. Donc sans parfois, c'est des choses très basiques, c'est pas forcément la super stratégie du web, du D'accord. machin. Alors bien sûr, on déploie des budgets de Oui. publicité sur Google, dans plein d'autres domaines, mais ça en fait, c'est vieux comme le monde, Ouais. mais quand on livre un chantier, qu'il est rentable et que le client est satisfait, il le raconte le Mm. dimanche dans le repas de famille, il le dit, et en tout cas ça le démange à ses amis, à ses collègues de travail, et ça c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, mais en même temps, on n'a rien inventé, hein. Ouais. Est-ce que tu as un exemple d'un client avec lequel vous avez fait le plus de projets? Quelqu'un qui a beaucoup investi avec vous? Beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai plusieurs clients en tête. Ok. Je sais qu'on a au moins un client avec qui on a fait 3 opérations. Ok. Je pense qu'ils sont plus nombreux que ça. En même temps, j'ai des clients qui en ont fait peut-être deux. Mais j'ai souvenir d'un client, de plusieurs clients qui étaient regroupés en SCI. Donc pour nous, un D'accord. client, mais il y Ouais. a trois associés derrière, euh, avec qui on a fait 2 immeubles de rapport. Donc Ah oui. forcément, en nombre de lots, Ouais. Ça en fait. nombre de locataires, c'est plus conséquent. Et puis financièrement, ça représente une enveloppe plus conséquente. Donc bon, allez, on va parler de ceux qui ont Ok. réinvesti. On s'en fout du budget. Chaque Ouais. client, c'est un client. Puis, mais voilà, voilà, on a des clients qui ont investi au moins 3 fois Ok, d'accord. de mon souvenir. Voilà. Et est-ce que tu aurais une petite expérience insolite à nous partager avec des clients sur des chantiers, des choses un petit peu voilà, qui sortent de l'ordinaire? On a un client, on lui avait constitué une colocation meublée dans un secteur périphérique. En fait, on lui avait annoncé une rentabilité, machin, tout ça. Le client, au dernier moment, a voulu mettre son bien en Airbnb. Ok. Il l'a mis sur Airbnb. Il a loué à un montant que je n'imaginais même pas sur le secteur. Il avait un taux de remplissage de malade, ça fait plusieurs années. Le bien est resté sur Airbnb et en fait il est 2 fois plus rentable que ce qu'on lui avait Ah ouais? vendu. Ok. Et ça c'est marrant, on se dit, il y a des moments, mais en même temps, nous on n'est pas là pour vendre du risque. Ouais. Et en fait, il y a des moments dans le marché, on a beau le connaître, bah, on ne connaît pas tout. Et je connais pas chaque ville, chaque truc. Et il y a des villes où en fait, il y a plein de villes comme ça en France où le Airbnb, il n'y en a pas. Tu regardes sur la carte, il n'y a rien de proposé. Il n'y a pas d'investisseur et c'est à celui qui osera. Ouais. Alors moi j'ai aussi personnellement des expériences comme ça, mais improbables. Et donc moi je savais qu'il y avait un marché de la colocation, de ça on a structuré quelque chose pour faire de la colocation. Euh,
Et au final, le bien s'est retrouvé sur Airbnb et la Incroyable. rentabilité, elle est plus de 2 fois supérieure à ce qu'on lui avait annoncé. C'était un truc qui devait générer, je sais pas, 400 euros la chambre fois 3 chambres, donc 1002. On est dans le brut là quand on dit ça. Et puis bah, le bien sur Airbnb, si tu fais 100 euros la nuit fois 25 nuits et que ça fait 3 ans que ça dure, Ouais, bah fais le calcul. Et là, tu te dis, mais incroyable. c'est marrant, quoi. Donc, ouais, il y a parfois des choses comme ça qui se passent. Des Et petites même nous, on en surprises. apprend. Mais bon, on n'est pas là pour emmener nos clients les trucs risqués. Quand on sait pas, on sait pas. Et puis, bah, des fois, on a des bonnes surprises Ok, et trop c'est bien. plutôt rigolo. Trop bien. Voilà. Bah écoute, on a un peu fait le tour. Je sais pas si tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter. Bon, allez, je répète un peu ce qu'on fait chez ICM. Ouais, vas-y. On s'occupe de la transaction. Donc, on trouve pour nos clients investisseurs ou des investisseurs en devenir, hein, pour les primos. Ils ont une capacité d'emprunt, ils viennent nous voir. Nous, on trouve le bien qui correspond à leur situation personnelle. On va le rénover si besoin. Beaucoup de biens, il y a quand même un peu de travaux à faire. On va le meubler si le souhait c'est de faire de la location meublée. On va installer le locataire. Le client, il n'aura pas à se déplacer. On fait du reporting à toutes les étapes. Assez simplement, hein, un fil WhatsApp. Ok, Tous nos clients ont un WhatsApp avec nous. On parle de tout dedans, de l'achat, du compromis, de la relecture. On se donne les liens pour les rendez-vous en visioconférence quand ils ne peuvent pas se déplacer. Les reportings chantiers, 2 fois la semaine, il y a des photos de l'avancement du d'accord. chantier, les vidéos que nos chasseurs filment eux-mêmes. Ah voilà, bah aujourd'hui on a fait la peinture, regardez, nanana. Ça part dans WhatsApp, c'est simple, c'est efficace, nos clients adorent et puis voilà. Trop bien. Donc on fait tout ça à distance pour des clients, peu importe le budget, de 50 000 à plusieurs millions d'euros, Ok. assez simplement. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir accordé un peu de temps. Et bah on se dit à la prochaine peut-être. Eh Et ben, je reviendrai avec grand plaisir, c'était un super carrément. moment. Bah Merci super. beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé, écouté cette interview et je vous invite à directement aller sur le site ImoCompare, soit pour lire l'avis complet sur cette société que nous avons réalisée, ou alors vous pouvez directement vous rendre en description pour investir avec ICM et donc réserver un premier rendez-vous complètement gratuitement avec eux. On a pu négocier avec eux une réduction de frais et un cashback de 10% sur leurs honoraires. Donc en fait quand vous investissez avec eux, vous touchez 10% des honoraires. Donc si vous investissez par exemple 100 000 euros, ICM prend 7%, donc 7 000 euros, et nous vous rembourserons 700 euros de leurs honoraires. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine interview. La prochaine, on va changer un peu de l'investissement clé en main et on va découvrir la comptabilité et toute la fiscalité aussi qui entoure un investissement avec le cofondateur de Contacom Investissement qu'on retrouvera la semaine prochaine pour faire un tour d'horizon des nouvelles actualités.